Voilà. Donc, bienvenue à tous à ce temps d'échange. Donc, comment mieux se coordonner pour mieux prendre en charge les patients en soins palliatifs. Et donc, on a avec nous qui se sont déjà présentés, donc Compa et la HAD. Et on pensait que ça pourrait être intéressant d'avoir, avant tout échange sur ce sujet-là, une petite présentation. Donc, d'abord de Compa, puis après de la HAD. Donc, je vous laisse la parole si vous voulez bien. Oui, pas de souci. J'espère que vous nous entendrez bien parce que nous, on a eu quelques coupures. Compa est ce qu'on appelle un dispositif d'appui qui existe depuis 99. Donc, pour ceux qui sont sur le territoire nantais depuis un certain temps, ça s'appelait Respavie avant. Voilà, et qui aide à la coordination des soins palliatifs, tant au domicile privé, et c'est ce qu'on va vous présenter, que dans les domiciles plus institutionnels comme les EHPAD ou les foyers de vie, les MAS, ou même dans les lieux d'hospitalisation. Et donc ça, c'est une autre équipe voilà, qui s'en occupe, même si on fait tous partie de la même équipe et on est vraiment une équipe pluridisciplinaires qui aidons les professionnels, les patients et les familles à la prise en charge en soins palliatifs. Donc sur le domicile, on est composé de médecins, infirmières, assistants sociaux et psychologues, et on va intervenir dans les situations les plus complexes des gens qui sont en soins palliatifs dans leur domicile privé. Tout le monde peut, à la différence de l'HAD, on verra tout à l'heure, mais nous, tout le monde peut nous solliciter, donc soit en appelant directement à Compa, soit par mail. C'est pas une prescription médicale. On est appelé des fois beaucoup par les services, par les professionnels libéraux, que ce soit infirmières, médecins, auxiliaires de vie, mais ça peut être aussi les proches ou le patient lui-même qui peut nous solliciter. Quand on a une demande, donc nos médecins étudient la pathologie et tout l'aspect médical pour voir si ça rentre bien, si le patient est bien en soins palliatifs. Et une fois qu'on a vu ça, on contacte toujours le médecin traitant, car le médecin reste référent, le médecin référent et prescripteur. Nous, on est professionnels, mais nous, on travaille sur le principe de non-substitution. Donc, on remplace, patient garde ses soignants habituels. On a vraiment un rôle de coordination et de soutien, à la fois du patient, des proches et des professionnels. Mais on ne fait pas de soins ni de prescription. Donc nous, on est vraiment centré par rapport à la différence de l'HAD sur les situations palliatives. Mm. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si le patient n'est pas en soins palliatifs, il ne relève pas du dispositif de Compa. Après, on pourra peut-être revenir, si ça questionne certains, sur qu'est-ce qu'on entend par situation palliative et prise en charge complexe, mais en tout cas, c'est notre cœur de prise en charge. Mm. Donc, une fois qu'on a l'accord du médecin traitant, il nous faut également l'accord du patient pour qu'on puisse venir le rencontrer chez lui. Et puis, il faut que le patient habite sur notre territoire d'intervention qui est quand même assez étendu parce qu'on intervient sur tout Nantes et la grosse agglomération nantaise. Dans votre secteur, on va jusqu'à Blain. Donc, Mhm. on va quand même assez loin. Une fois qu'on a eu tous ces accords, on contacte la famille et on organise une visite à domicile qu'on fait toujours en binôme de notre côté. Donc toujours avec un soignant dans le binôme, soit médecin, soit infirmière. Et après, on ajuste l'autre personne en fonction de la complexité de la situation. On invite les professionnels libéraux, médecins et infirmières, si même autres, si vous pouvez, vous le souhaitez, vous joindre à nous. Et le but de cette visite, c'est de faire un point global sur la situation, donc un point médical, mais aussi un point social pour voir un petit peu quelles sont les aides à la maison, le moyen de financement, voir le matériel. Généralement, on demande à aller visiter aussi salle de bain, chambre pour voir un petit peu comment c'est. Et puis, on fait aussi un point au niveau psychologique
auprès du patient et des proches. Et on peut mettre en place un soutien psychologique pour le patient, mais aussi pour ses proches à la maison ou ses compas, donc notre association qui rémunère les séances de psychologue. Voilà. Ensuite, généralement, on fait une visite à domicile. À l'issue de cette visite, on fait un, Yes. un PPS, un plan personnalisé de soins, où on reprend un petit peu tout ce qu'on a pu dire en visite. Ce courrier, on l'adresse aux professionnels et aux médecins traitants. Et à la fin de ce compte rendu, en fait, on fait ressortir les besoins et on fait des propositions. Donc, on propose toujours soit la mise en place de matériel, soit des aides humaines, soit enfin, tout ce qu'on peut proposer. Et ensuite, avec le patient, on garde un lien plutôt téléphonique assez régulier pour faire le point régulièrement. Eux peuvent nous appeler, nous, on les appelle régulièrement et on peut être amené à retourner à domicile si besoin. On intervient pas mal aussi dans tout ce qui est discussion éthique, aide à la rédaction des directives anticipées ou discussion éthique par rapport à un projet de soins. Et on intervient aussi on aide en tout cas à trouver des fois des places d'hospitalisation quand le domicile n'est pas possible. Soit on oriente quand ça se médicalise un petit peu et qu'il y a des soins, on peut orienter le patient vers l'hôpital à domicile si le souhait c'est de rester à la maison. Mais on est aussi amené à chercher des lits d'hospitalisation en évitant le passage aux urgences, soit dans des services d'aigus si la situation médicale le nécessite, soit dans des structures de répit, euh, voilà, pour un temps donné. Donc, on travaille pas mal aussi avec la maison de Nicodème sur Nantes, en répit ou en Oui, ou soins. avec les Mm, SSR ou mm. voilà, tous les services de hospice. Donc, en fait, pour résumer un peu, il y a à la fois un point sur l'environnement, là où ils habitent, et le fait de se déplacer à leur domicile, ça permet un petit peu de voir comment c'est organisé. À la fois un point, quand c'est nécessaire, médical sur les symptômes, et plus particulièrement la douleur, avec possibilité, en lien avec le médecin traitant, de réajuster les traitements ou de faire des propositions. Et puis, il y a tout le volet social pour l'aide à certaines démarches qui peut aussi continuer après le décès. Et puis, toute la coordination qui est aussi très importante des professionnels qui peuvent se déplacer à domicile. Et pour faire court, on est un peu en amont. Nous, on intervient avant éventuellement qu'il y ait besoin de l'HAD. Pour Ou ceux après, si les genre, gens sont en HAD et se stabilisent ou n'ont plus forcément de soins, mais ont besoin quand même d'une certaine coordination à domicile, il arrive aussi que l'hôpital à domicile nous transfère des patients, mais c'est plus rare dans ce sens-là. du coup, on a l'habitude, on a des liens avec eux dans un sens ou dans l'autre pour se coordonner, puisque certaines demandes peuvent arriver et on se dit que d'emblée, il faut mettre quelque chose d'un peu plus étoffé à domicile et ça sera l'HAD qui prendra en charge le patient. Donc, c'était plutôt intéressant de nous inviter Compa et l'HAD parce que, de mon point de vue, on est très complémentaires pour cet accompagnement à domicile en situation palliative. Justement, on a une question déjà dans le chat donc de Vincent qui demande ce qu'est une situation palliative selon Compa. Situation palliative, nous, on entend que on n'est plus le patient n'a plus forcément de traitement curatif dans l'objectif de le guérir, mais qu'il est en situation ouais, palliative. Il n'y a plus forcément de traitement ou alors Ou ça- que c'est très, en fait, parce que souvent, quand on entend situation palliative, on entend fin de vie. Donc, nous, on ne s'occupe pas que des patients en fin de vie, ce qui est vrai pour tous les professionnels qui font du soin palliatif. Voilà, la fin de vie, c'est une partie de la situation palliative, mais il y a tout ce qui se passe en amont
quand on a une maladie grave et évolutive dont on sait qu'on ne va pas guérir et où ce qui prime, c'est un petit peu plus que la quantité de vie. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de le dire comme ça, c'est vraiment la qualité de vie. Donc, on va vraiment peser le pour et voilà, le pour et le contre. Et on est généralement dans des pathologies évolutives, graves évolutives. Alors, effectivement, euh, par exemple, en gériatrie, finalement, c'est la polypathologie gériatrique et un certain nombre d'événements aigus qui, à un moment, vont nous faire nous questionner et nous demander est-ce qu'on n'est pas dans une démarche palliative plutôt que finalement, c'est une continuité. On n'est pas à un moment en soins palliatifs et puis à un moment on l'est plus ou on l'est de nouveau. On est vraiment dans une démarche et une continuité de prise en charge. Donc, il y a des situations qu'on peut accompagner très en amont. Et puis, il y en a d'autres où on va arriver un peu plus, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un peu avancé dans la phase palliative, où il n'y a plus de traitement, entre autres dans le cancer, de chimio-curatif, par exemple, ou de radiothérapie ou de choses comme ça. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou mes autres collègues de l'HAD peuvent aussi. Voilà. Donc, ça recouvre tout type de pathologie, euh, bien sûr la maladie oncologique, mais aussi tout ce qui est maladie neurodégénérative. Après, dans la pathologie Alzheimer, il faut qu'il y ait une autre pathologie associée parce que juste la démence, on ne va pas intervenir en tout cas au tout début, peut-être en fin de vie si ça se complexifie. Et puis, il y a tout ce qui est polypathologie du sujet âgé et tout ce qui est autre insuffisance cardiaque voilà. ou que d'organes terminal. Voilà, cardiaque, respiratoire, rénal. Ouais. Après, s'il y a un doute ou un questionnement, moi j'ai envie de dire, ça fait partie de notre travail, que ça soit tous les professionnels de compas, d'analyser la demande et puis de réfléchir avec ceux qui nous appellent, qu'est-ce qui paraît le plus adapté. Est-ce que c'est notre structure ou d'autres structures. On a aussi l'habitude de connaître le SAMSA, qui est une équipe mobile dans le handicap à domicile. On peut travailler avec le CLIC, la gériatrie, enfin voilà, souvent, voire des fois des équipes de psychiatrie. Voilà, ça dépend vraiment de la problématique et de la situation qu'on analyse et auquel on essaye de répondre au plus juste. On avait une question de Séverine, peut-être avant de passer à la présentation de la HAD. Oui, je voulais revenir justement sur votre accompagnement dans les pathologies neurodégénératives. Notamment, moi, je pense à des patients qui ont des paralysies supranucléaires progressives et un qui a une pathologie de Charcot. Quelle est votre place dans cet accompagnement-là par rapport à tout ce qu'on met déjà en place pour eux et voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter et apporter surtout à la famille parce que c'est souvent des situations très lourdes pour les familles, ouais. Alors, quand vous dites qu'il y a déjà plein de choses en place, vous pensez à quoi, par exemple? Pour mon patient qui a une pathologie de Charcot, alors lui, de toute façon, à mon avis, au niveau territoire, ça passe pas parce qu'il est à Guémené-Pennefolds, c'est tout le problème. Du coup, il y a déjà voilà, toute une équipe d'ergothérapie, de soins à domicile, les soins d'hygiène, etc. Après, c'est voilà, bon, forcément, à un moment donné, va se poser la question de l'accompagnement de la fin de vie parce qu'on sait malheureusement que c'est des pathologies qui évoluent vite, mais il est encore pas dans ce questionnement-là. Donc, est-ce que quelle peut être votre plus-value par rapport à cette situation de ce patient? Après, dans la paralysie supranucléaire progressive, bon, c'est vrai que moi, j'ai deux patients qui ont deux pathologies de ce type qui ont des aspects complètement différents. J'en ai une qui a plutôt un aspect de démence avec des troubles de mémoire, des chutes à répétition, qui est très jeune, qui a moins de 60 ans. Donc là, j'ai un gros problème parce que j'ai plein de structures qui peuvent pas la prendre en charge parce qu'elle n'a pas encore voilà, l'âge de la retraite. Et j'ai une autre patiente, elle qui est plus âgée, et elle qui se manifeste plus comme une forme de Parkinson hyper grave, quoi, qui ne répond pas au traitement anti-parkinsonien, que plutôt l'aspect moteur. Donc, et qui a pareil un accompagnement à domicile avec voilà, ce qu'on peut mettre en point ergo, etc. Donc c'est juste savoir
ce que peut être votre plus-value pour les familles ou pour ces patients-là dans ce type de pathologie, quoi. Mmh. La plus-value, ça peut être déjà toute la coordination et puis le lien avec vous, les libéraux, qui des fois, vous vous ressentez des fois un peu seul dans ces prises en charge-là et ça peut être un lien aussi avec nous. Pour la maladie de Charcot, on intervient pas mal dans ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui va être discussion autour des directives anticipées, des choses comme ça et sur comment parler un petit peu de justement de la fin de vie. Et puis, il y a tout l'aspect aussi psychologique, hein. Je sais que dans ces pathologies-là, on met pas mal de soutien psychologique en place, notamment pour les aidants à domicile. Donc, il y a plusieurs, en fait. Oui, parce qu'on peut aussi soutenir des Mhm. aidants ou du patient suivant le Ouais. besoin et le type de communication qu'il a, mais on peut aussi, dans certaines situations de SLA, dont je pense qui étaient prises en charge par des SIAD, proposer aussi un soutien aux professionnels et ce qu'on appelle une analyse de pratique. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, qui permet de re-questionner le projet de soins et de re-questionner des fois parce que ce qui est très compliqué, je trouve, dans les SLA, dans toutes ces maladies neurodégénératives, c'est l'adaptation du domicile en lien avec le patient et sa famille. Et donc, c'est un peu pouvoir discuter de tout ça. Et puis, effectivement, s'il y a besoin, on aide aux directives anticipées. Alors, Mm. gagner pas de faux, je pense que c'est pas notre Non, territoire. Après, on a d'autres collègues sur qui sont sur d'autres territoires qui peuvent aussi se déplacer à domicile. Voilà. Après, en fonction de qui est présent, on va adapter notre prise en charge. C'est-à-dire que si on a un certain nombre de situations, entre autres dans les SLA, qui sont prises en charge par le SAMSA, du coup, nous, on va prendre une autre place. Il y a déjà le SAMSA qui fait la coordination. Oui. Mais ça se construit ensemble et en fonction de la situation, des besoins et des problématiques rencontrées. Florian, et vous puis, il va vouliez y compléter? avoir l'aspect social aussi qu'on va pouvoir prendre en compte avec la mise en place d'aides à domicile et la question du financement De la Et PCH, et de compagnie, l'APA. ou de l'APA. Mm. Pardon, tu veux dire quelque chose? ouais, je disais que notre travail, c'est aussi d'adapter le projet de vie, notamment pour Mm. les Oui, patients. Et là, c'est très compliqué. On sait un maintien à domicile sur du moyen ou sur du long terme. Et notre travail, c'est aussi d'anticiper un petit peu les choses à ce niveau-là. On sait que si le patient vit seul, une admission en USLD risque d'être inévitable, que dans l'urgence, il n'y a pas d'admission possible. Et donc, du coup, notre travail, c'est aussi travailler tout ça avec ces patients-là. Mm. donc déjà l'anticiper ou le penser, comment dire, entre professionnels, mais oser le questionner, le mettre en mots auprès du patient et de la famille, parce que souvent c'est aussi ça l'enjeu de comment on va le verbaliser ou oser le dire ou oser questionner les personnes concernées et entre autres le patient. Voilà. Donc, on essaye, c'est vrai que notre place, c'est aussi dans l'anticipation, essayer d'anticiper, si on peut, un certain nombre de choses. Merci. Je vous propose Voilà, qu'on je crois. continue peut-être avec la présentation du coup de Oui, bien sûr. ASAD, si ça vous va. Et après, on prendra vos questions à tous. Normalement, vous pouvez Mm. partager, Clément. Oui, merci. Pour la précision, je crois que Gamney, ça dépend de l'EMSP de Redon qui vient de rouvrir, si vous avez besoin d'un appui, ou de Châteaubriand. C'est effectivement l'équipe mobile de Redon qui vient de se reconstituer. Alors, je ne sais pas exactement à quelle hauteur, comment et voilà, qu'est-ce qu'ils proposent, mais en tout cas, on sait qu'ils viennent voilà, de Euh, retrouver un certain nombre de professionnels. euh, je vais regarder. C'est- Ok. Ok.
ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça a fonctionné rapidement puisque on a vu un petit bout de votre Un petit présentation, bout. mais Ouais, ah, ça y est, peut-être comme ça. Ça va pas. Ça va pas revenir là. Je vais réessayer. Partager. Ouais. Donc, Compas a des ennuis techniques de son et nous, on a des ennuis techniques de vidéo. Voilà. Voilà. alors qu'est-ce que ça vous affiche? Je peux peut-être vous aider. Euh, En fait, non, je pense que ça vient de mon ordi. Bon, Je fais partager. on va broder, hein. Bon. Bon, je vais le faire comme ça, tant pis. Allez, on connaît l'HD, ça Ouais. devrait aller. Donc, l'HAD, c'est la définition, elle est dans le nom. Hôpital à domicile, nous, on se considère vraiment comme l'hôpital et on a un fonctionnement qui est très proche de n'importe quel établissement de santé. Donc, déjà, c'est une première différence avec Compa. On répond à deux objectifs, deux missions. Soit on essaye d'éviter l'hospitalisation classique avec hébergement. Donc là, les demandes, on les reçoit de l'hôpital. Et on va essayer de raccourcir le temps d'hospitalisation initiale. C'est pas de rallonger, de prévoir un temps d'hospitalisation classique, plus on rajoute encore, on double le temps avec l'HAD. C'est vraiment, on réduit le temps d'hospitalisation initiale. Et la deuxième option, où vous devez sûrement le plus souvent faire appel, c'est de raccourcir, c'est d'éviter l'hospitalisation classique. Et donc là, le patient, il est au domicile et il veut pas aller à l'hôpital. Et donc, on va mettre l'HAD à la place d'une hospice classique. Donc là, les adresseurs, en général, sont plutôt les médecins traitants ou les spécialistes ou compas ou les médicaux d'EHPAD. Ouais. Ou SOS. Ou SOS. Ouais. Il y a plusieurs façons de s'organiser selon les choix que font les établissements d'HAD. Nous, on a une organisation mixte, c'est-à-dire qu'on a à la fois des prises en charge avec des salariés, des soignants salariés, et des partenaires libéraux. Par contre, on garde tout ce qui est la partie coordination des soins, où là, c'est qu'une équipe de salariés. Je ne rentre pas trop dans le détail pour aller vite, mais en gros, on a tous les métiers qu'on retrouve à l'hôpital, tous les métiers du soin, on les a en HAD. Euh, on a une permanence, une astreinte IDE 24/24 et une régulation téléphonique médicale 24/24. Le soin palliatif, ça représente à peu près un tiers de notre activité, un petit peu plus. Je pense que dans les esprits de tous les salariés de l'HAD, ça représente beaucoup plus en termes de charge mentale professionnelle, on va dire. Euh, et donc, on va être sur une prise en charge globale et surtout, on insiste là-dessus sur pluriprofessionnel. Donc, on a les aides-soignants, on a le service social, les infirmiers, bien sûr, psycho, diète, Monsieur esthéticien, sophro, ergo, voilà. kiné. Et toutes ces personnes-là peuvent être amenées à intervenir dans la prise en charge. Euh, pour nous, il y a différentes indications soins palliatifs, si on peut dire ça comme ça, enfin différents modes de prise en charge en soins palliatifs. On a ce qu'on appelle les urgences palliatives. Après, je vous ai préparé un petit exemple où là, vraiment, le patient nous appelle, il n'y a pas eu d'anticipation, ça n'a pas été forcément possible, et il y a des symptômes et il faut intervenir rapidement au domicile. Voilà, ça, c'est très régulièrement qu'on est appelé sur ce genre de situation. À l'inverse, on est souvent appelé, notamment dans les EHPAD, pour faire ce qu'on appelle des évaluations anticipées, où là, c'est le médecin traitant ou le médico qui anticipe le fait de ne pas transférer le résident à l'hôpital en cas de problème aigu, et il anticipe la démarche palliative en nous signalant la situation. Donc là, on ne va pas intervenir tout de suite, mais on se prépare. En gros, c'est ça. Euh, Après, il n'y a pas forcément nécessité d'avoir des soins techniques
infirmier important. C'est plutôt la pluriprofessionnalité, les soins de support qui peuvent nous amener à mettre en place l'HAD ou l'aspect aussi psychosocial. Euh, le- Ou sur le plan médical, peut-être un patient à risque. Par exemple, si vous ouais, avez un patient qui ne nécessite pas forcément trop de soins médicaux, mais qui va être à risque de détresse respiratoire ou à risque d'une hémorragie. Euh, du coup, ça peut être une bonne alternative, effectivement, d'avoir une prise en charge en HAD avec une possibilité d'appeler quelqu'un 24 heures sur 24, 7 jours c'est sur ça. 7, et avec une intervention. Alors, on n'est pas un SMUR, hein, ni un SAMU, mais en tout cas, on a peut-être pu anticiper des choses, discuter avec la famille, et peut-être que justement, ça peut être une situation euh, qui peut se régler sans avoir une précipitation pompier, SMUR. Voilà. Donc, c'est une situation dans laquelle l'HAD peut intervenir. Ouais, finalement, c'est la capacité à mobiliser rapidement plusieurs professionnels sur une situation en fait, qui est recherchée. Donc après, je vous avais pris deux exemples. Je pourrais répondre aux questions hein, sur l'aspect plutôt technique ou financier de l'HAD, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de questions à ce niveau-là. Donc le premier cas clinique, c'est sur une urgence palliative très classique d'EHPAD. Monsieur T qui a 85 ans. Euh, il présente une altération de l'état général depuis un Covid. Auparavant, il était GIR3 et puis là, il est désormais alité. Il y a une perte de la voix orale. Il n'arrive plus à prendre son traitement psychotrope. Il est fébrile, sans point d'appel retrouvé. Donc, c'est son médecin traitant qui, initialement, va le voir, avait envisagé de le transférer aux urgences. Puis, en fait, sans doute avec l'échange avec les urgentistes, il considère que ça va être déraisonnable de le transférer, surtout par rapport au risque dans le transport. Et donc là, il va faire une demande d'HAD. Donc, l'appel arrive à l'ordonnancement chez nous. Derrière, ça, on essaie de se déclencher le plus rapidement possible. C'est quelqu'un où, en fait, l'évaluation et l'admission vont se faire dans le même temps dans ce genre de situation. Euh, Ce qui veut dire que souvent, c'est un, un médecin qui peut être amené à se déplacer, enfin, selon la situation, et des infirmières coordinatrices. On va prendre le temps d'informer la famille pour cette situation parce que le patient n'était plus communicant. Donc, même en EHPAD, quand la famille est très éloignée, on est attaché à ça, à, à expliquer la démarche à l'entourage et aussi au personnel de l'EHPAD. Euh, Et puis aussi, peut-être, excuse-moi Clément de te oui. couper. Donc, on est bien d'accord avec le médecin traitant qu'il a le projet, en fait. C'est quoi le projet pour ce patient? Est-ce qu'effectivement, on est dans un projet de soins palliatifs, d'accompagnement de fin de vie, ou est-ce que c'est un projet peut-être de passer un cap? Voilà, donc on établit déjà le projet avec le médecin traitant ou avec le médecin qui est sur place ou le médecin d'SOS. Qu'est-ce qui est attendu pour ce patient, en accord avec soit les directives du patient, soit un accord verbal du patient, soit la famille ou de l'équipe de l'EHPAD si on n'a vraiment rien comme entourage. Mais voilà, d'abord, on établit le projet, on voit ce qui est demandé, et effectivement, après, on va aller lancer toutes nos, Bah, toutes nos ouais. coordinations. Et puis, donc là, dans cette situation, la mise en place des soins, dès le début, ça va être une gestion de l'agitation par une PCA de midazolam. La gestion de la douleur, en fait, il y avait eu un patch de durogésique qui avait été prescrit par le médecin traitant et débuté. Donc là, on va apporter de la technique avec une PCA de morphine, mais uniquement en mode bolus si besoin, sans enlever le durogésique. Et puis, pour l'encombrement, on met le patient sous scopoderme. Et pour la fièvre, c'est géré avec du Doliprane suppo. Et finalement, le patient décède dans les 24 heures, calme, apaisé, non encombré. Et donc voilà, une prise en charge finalement très courte dans cette situation-là. Et ensuite, le deuxième cas, qui est un petit peu à l'inverse. Là, on est sur une prise en charge plus longue qui dure à peu près un mois chez une dame qui a un cancer colique métastasique qui est suivie. En fait, elle a un statut qui a été posé par son oncologue euh, de soins palliatifs depuis plus de 6 mois.
La dame, elle souhaite une prise en charge à domicile dans des conditions sereines. Elle vit seule, donc c'était pas forcément un frein, en tout cas au début, à la prise en charge. Elle est veuve et elle est soutenue par un fils et une fille qui sont à proximité. Euh, et donc là, j'avais pris cette situation-là parce que au début, elle entre en HAD alors qu'il n'y a pas de soins IDE, mais on va quand même, comme on sait qu'elle est fragile, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va quand même la prendre en charge et on va mettre un passage IDE quotidien de surveillance clinique. On rajoute des passages d'aide-soignante pour une aide à la toilette. Les douleurs sont plutôt bien contrôlées par le traitement Péros qui avait été mis en place ou ajusté à l'admission. Et puis finalement, ça se dégradera à ce niveau-là et on passera avec une PCA dans les 15 jours. Cette dame, on lui propose les soins de support, sophrologie, de rajouter des passages de kiné. Et elle s'en saisit pas parce que elle veut, elle a ses habitudes et que c'est trop tôt pour elle et qu'elle juge que ça va faire trop de passages. Voilà, ça aussi c'est quelque chose d'assez classique. On a la capacité de mobiliser beaucoup de professionnels, mais on adapte le nombre de passages aux souhaits et à la situation. Cette dame, son état de santé va s'aggraver très progressivement. Elle est de plus en plus alitée. Il y aura une perte de la voix orale. Ça, c'est souvent un point de bascule hein, pour nous, avec une anorexie totale qui va apparaître. On majore les passages, notamment des aides-soignants, parce qu'il y avait déjà un lien de fait qu'elle l'accepte plus facilement. Et puis, chose importante pour permettre le maintien à domicile, bon, j'ai pas noté qu'il y avait eu une évaluation sociale, parce que là, en plus, on a sa fille qui fait le choix de s'installer au domicile de sa mère. Donc, pour nous, il va y avoir un aidant et une présence 24 heures sur 24 qui va faciliter la poursuite de la prise en charge en HAD. Qui aurait pu provoquer une réévaluation du projet au final, hein, Ouais. avec une hospitalisation si effectivement c'était peut-être soit le souhait de la dame, soit une fille qui n'était pas présente et puis une fin de vie qui n'était peut-être pas très confort à domicile. Donc tout est possible en fonction du projet qui peut être réévalué durant le séjour. Et puis, donc la patiente continue à se dégrader et au niveau psychique, en fait, il y a un changement dans son état d'esprit, dans cette demande. Elle exprime une souffrance existentielle. Le vécu de la mort qui arrive, elle le décrit comme insupportable. Et ça vient contraster avec la sérénité initiale de la prise en charge. Et donc, elle va verbaliser, elle va faire une demande de sédation profonde. D'abord auprès des soignants et elle va, je ne sais plus si je l'ai noté, en fait, elle le confirme auprès du médecin traitant et elle va encore le confirmer lors d'une concertation au domicile entre le médecin traitant, le médecin coordinateur et devant sa fille. Et donc, il y a la procédure collégiale qui va être lancée par le médecin coordinateur d'HAD. Bon, pareil, je passe vite, si vous avez des questions là-dessus, on pourra y répondre tout à l'heure. Et donc la sédation va être organisée. On maintient évidemment les soins de confort et puis la recherche pour soulager les symptômes. Ouais, tous les symptômes d'inconfort. Avec, du coup, en fait, on arrête. Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'arrête pas tous les traitements au moment de la sédation. Et donc, cette patiente, elle décédera 48 heures plus tard. euh, une fin de vie calme, soins de confort adaptés jusqu'au décès. Et après la prise en charge, on reste un petit peu dans la boucle, notamment avec la psychologue, pour le soutien de l'entourage. Voilà, donc la chadenne, ça s'arrête pour les soins au moment du décès, mais l'accompagnement se prolonge parfois après le décès pour l'entourage. Il y a deux choses qui peuvent être prolongées après le décès. Ça va être souvent sur le plan social et sur le plan suivi psycho. Voilà, je suis passé peut-être un petit peu vite. On a essayé de faire vite. Vous m'aviez dit 5-10 minutes, hein, donc C'est parfait. Merci beaucoup. Comme ça, on laisse la place aux questions. Je ne sais pas s'il y en a directement là pour rebondir sur ce que vous venez de dire. N'hésitez pas à prendre la parole directement si vous voulez. On n'est pas nombreux, donc vous pouvez ouvrir votre micro et poser vos questions. En tout cas, comme l'ont dit nos collègues de Compa, on est vraiment complémentaires avec Compa. On travaille, on ne fait pas on va avoir sur certains types de patients le même profil de patients, mais il y a effectivement la coordination.
Mais voilà, il faut intervenir à certains moments et nous à d'autres. En tout cas, si effectivement vous avez un doute entre les deux, sachez qu'on discute. Donc au pire, on pourra toujours refaire un point. Après, peut-être, ce qui peut être intéressant, Florian, c'est de parler un petit peu de ce que tu peux me dire en termes de fonds, là, de fonds finance en soins palliatifs. Je pense que c'est pas très connu. Clément me demande de vous parler un petit peu des dispositifs qu'on peut déclencher en urgence. C'est vrai qu'au niveau de Compa et l'hôpital à domicile, on peut débloquer pour les patients qui relèvent de la Sécu, on peut déclencher un fonds qui s'appelle le fonds SNAS, qui est un fonds de 3 000 euros, qui permet en fait aux personnes en fin de vie en situation palliative de rester à domicile en organisant les mises en place d'aides à domicile, souvent en finançant du matériel et en financement également des traitements, notamment le Scopo. Quand le patient ne relève pas de l'HAD, c'est des fois un peu compliqué de le payer. Et donc du coup, j'utilise ce fonds-là pour pouvoir payer tout ça. Et c'est un fonds, ça y a une enveloppe budgétaire que je peux avoir en 3 heures. Et je m'en sers aussi surtout beaucoup pour financer des gardes de nuit quand il y a des PCA et que du coup l'entourage doit apporter une vigilance 24/24, ça permet à l'entourage de dormir plus sereinement. C'est une bonne aide pour le maintien à domicile, pour aider au maintien à domicile, parce que effectivement, je pense qu'il y a des moments ce qui rend le maintien à domicile difficile, c'est aussi la fatigue ou la non-présence, ou enfin les aidants, ceux qui sont autour, qui finissent par aussi avoir besoin d'aide pour que le maintien à domicile puisse perdurer. Euh, donc, ma question, c'est les fonds, ils peuvent être débloqués que dans ce cadre-là ou éventuellement ces fonds, ils sont accessibles, par exemple, à un patient qui serait pris en charge par une aide sociale qui serait extérieure. Non, il y a que l'assistance sociale de Compa et D'accord. l'assistance sociale de l'HAD qui peut solliciter ça. D'accord. Donc, en fait, si on est face à une situation à domicile où on sent que ce point de rupture, finalement, parce que c'est souvent là aussi qu'on peut l'avoir, notamment le scopoderme, là, puisque non seulement maintenant, c'est quand même compliqué de l'avoir, parfois il y a des ruptures, hein. Maintenant, on est face à des ruptures et puis il peut y avoir cette histoire de reste à charge. Donc, éventuellement, on peut orienter ces patients vers Compass ou vers l'HAD, en fait. Bah, s'il est pris en charge, enfin s'il est en situation palliative, ouais. Oui, en situation Ouais, palliative, on est bien d'accord, mais ouais, tout ouais. palliatif ne passe pas, effectivement. Ça, complètement, ça peut être un motif pour nous interpeller. D'accord, ok. Enfin, après, je pense que s'il y a que cette problématique-là, vaut mieux interpeller Compa plutôt que l'HAD. Mais oui. D'accord, ok, merci. Edith, je te laisse ouvrir ton micro. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Euh, je veux juste intervenir auprès d'une patiente qui doit se faire hospitaliser pour un cancer en phase terminale. Et donc, ce sera des soins palliatifs qui vont être mis en place. Mais actuellement, elle est aidante pour son mari et elle est censée actuellement essayer de gérer les emplois du temps des deux. Alors, elle est suivie par le CLIC, mais je me demandais si dans ce cas-là, on ne peut pas appeler par exemple Compass. Vous pouvez appeler Compass. Après, si la patiente elle est hospitalisée, normalement, on est censé intervenir directement auprès du patient. Et donc, du coup, là, le clic est la bonne porte d'entrée pour pouvoir accompagner l'époux. Si c'est Mm. seulement l'époux qui vous inquiète, après, on peut toujours se mettre dans la boucle. Et moi, j'appelle les collègues du clic et on voit un petit peu ce qui a été fait et comment on peut essayer de voir. Parce que c'est vrai que les clics, des fois, n'ont pas toujours des liens avec les médecins traitants. Et donc, du coup, ça permet aussi d'avoir un regard médical, de questionner un petit peu le pronostic s'il est à court à moyen terme et d'adapter un petit peu le projet. D'accord. Oui, c'est une personne qui va être hospitalisée juste pour son intervention et après qui est censée Ah revenir à oui, domicile. bah, ça, il y a la possibilité d'interpeller Compa, oui, bien sûr. Et puis même au-delà de ça, je me dis que si là vous dites que le monsieur est en situation de dépendance, elle va probablement avoir une altération de son état général, et ça on peut essayer de l'anticiper aussi, d'essayer de voir si on peut pas d'ores et déjà mettre un peu plus d'aide, ce qui lui permettrait éventuellement lui de vivre seul après si jamais son épouse est amenée à décéder rapidement. Et Voilà, lui, c'est une pathologie du sujet âgé ou... c'est de la démence. Ouais, Mm. Mm. d'accord.
Mm. Ouais. Donc voilà, donc là actuellement c'est la problématique, ça lui pose beaucoup de questionnements Ouais, bien et sûr. et voilà. Et j'arrive pas trop. Enfin, pour l'instant, le CLIC, ce qu'il mettait en place, c'est juste un accompagnement du mari pendant ces 4 jours d'hospitalisation, mais j'ai pas l'impression Ouais. qu'il Bah, qu'il- dans ces moments-là, faut pas hésiter à nous interpeller. Et je pense que ce qui est important de retenir dans Compas, c'est tout le travail de prévention qui peut être fait au niveau de Compas et d'anticipation. Si jamais vous constatez que le décès d'un patient peut avoir d'importantes répercussions, Vincent par exemple a connu une situation avec moi d'une patiente jeune où il faut répondre à la problématique de devenir des enfants. Bah, c'est une situation, même s'il n'y a pas une problématique sur le plan médical, vous pouvez interpeller Compas parce que c'est aussi notre travail d'essayer d'anticiper tout ça et d'essayer de faire en sorte que tout soit un petit peu balisé une fois que la patiente sera décédée. J'ai une question. Là, par exemple, Après, c'est aussi intéressant qu'elle questionne là où elle va se faire opérer, parce qu'il y a certains SSR qui acceptent de prendre, Le couple. voilà, s'il y a Oui, besoin, les deux en même temps, le temps, durée, voilà, à la fois que la patiente se remette et à la fois que Ça, ça Bah, l'autre. ou pas. pour le moment, ce qui a été envisagé avec le CLIC, c'est justement pas du tout ça. C'est juste qu'elle aille, et ils n'ont même pas prévu qu'elle aille en SSR ou quoi, c'est qu'elle se fasse hospitaliser et qu'elle revienne le plus tôt possible pour venir s'occuper de son mari. Ce que je trouve un peu compliqué. Ou par exemple, enfin moi, à titre personnel, ce que je verrais, c'est peut-être d'essayer de faire en sorte pour qu'il aille en hébergement temporaire dans un EHPAD, Oui. ce qui permettrait peut-être de voir aussi comment il peut s'acclimater dans un EHPAD. Ouais, mais Et ça marche pas. Ça marche pas. Vous arrêtez tout de suite les démences, ils les prennent pas. Donc, parce bah, que cette situation-là, on l'a toutes les semaines quasiment dans nos cabinets. alors ça dépend des EHPAD. Vous avez par exemple l'EHPAD de Couéron qui prend en charge que des patients déments dans le cadre de son hébergement temporaire. Ouais, mais bon, vous avez un EHPAD pour tout un département. Et Donc, nous, après, on a toutes nos portes qui se ferment en hébergement temporaire dès qu'on parle de démence, hein. alors, ça dépend un peu des établissements. Après, on a l'habitude de travailler avec certains. Je dis pas que j'ai de baguette magique. Après, ça permet aussi des fois d'anticiper les choses. Et puis, ça peut permettre aussi de prendre conscience à la famille qu'on n'a pas une place comme ça en claquant des doigts et de se dire qu'il faut faire des inscriptions de manière anticipée. Après, Ouais, mais ça, c'est notre boulot de tous les jours, hein, mais c'est pas parce qu'on le dit qu'ils le font, ouais. Et souvent, ouais. le problème, c'est que quand l'hospitalisation est programmée, ça va. Mais nous, ce qui nous arrive Mm. des fois, moi, j'ai eu le cas avec une patiente qui s'occupait de son mari comme ça, qui était dément, et elle a eu une cholécystite aiguë, opération en Mm. urgence. Et là, Mm. voilà, vous avez la famille qui est à l'autre bout de la France. Vous avez le clic qui n'est pas forcément voilà, joignable tout de suite, hein. Nous, ils ont une permanence tous les 15 jours pour nous, donc inutile de vous dire que c'est très compliqué de les avoir. Donc c'est compliqué quoi. Donc là et puis là les hébergements temporaires dans l'urgence et les SSR c'est pareil, hein, les SSR ils nous disent tous bah non on n'a pas quoi donc Non, non, là, je parlais de SSR en même temps qu'elle, hein. oui mais Voilà. là du Après, coup nous c'est souvent des là, on est dans situations aussi l'anticipation. Je suis bien d'accord qu'en période d'aigu et de choses pas prévues, c'est tout de suite beaucoup plus En période compliqué. d'aiguë, en effet, on a peu de possibilités. La seule chose que Ouais. je pourrais faire si le patient est en situation palliative, c'est de déclencher un fonds FNAS pour avoir une aide 24-24 en attendant un hébergement temporaire ou une hospitalisation. Après, c'est vrai que notre objectif premier, c'est d'éviter les hospitalisations et d'emboliser un lit en sachant que tout le monde manque déjà de place. Après, si on n'a pas le choix, bah après ouais malheureusement c'est des fois ce ouais, qu'on est obligé de voilà. faire, hein, c'est-à-dire qu'on en Ouais, met deux sur le bien brancard sûr, on quoi. est bien d'accord. Ouais. Effectivement. Mais deux sur le brancard. Mm. Nous, on fait qu'alerter les familles hein, sur le fait et les aidants qu'à un moment donné, il faut anticiper. Mais ça, c'est notre job quasiment quotidien. Mais bon, les familles n'écoutent pas et les aidants n'écoutent pas forcément parce qu'ils ont l'impression d'abandonner la personne. Donc ça, c'est compliqué. Ouais. On est bien d'accord. Mais dans ce que j'entends, Élie, de ton cas, c'est aussi pouvoir de faire intervenir qu'on passe en amont, c'est faire prendre conscience à tout le monde qu'on va vers un système qui va pas tenir très longtemps encore. Et C'est de exactement pouvoir ça. ouais, tu vois, moi je pense de remettre dans la boucle. Le clip, il a une réponse, il a une réponse à une problématique actuelle et pour pouvoir continuer, il dit que Compass, quelque part, pour avoir eu plusieurs réunions avec vous, c'est vrai que sur cette réunion, ça permettrait de poser les choses et de mettre un nom sur une évolution à venir finalement rapidement. Et je En pense, effet, ouais, contrairement au clic, moi je oui, vais c'est y ça. aller avec un collègue médecin, une collègue infirmière qui va pouvoir nommer les choses, Ouais, pour lequel déjà on est une équipe mobile de soins palliatifs.
C'est compliqué de ne pas connaître le pronostic dans ce contexte-là. Et donc, du coup, on nomme les choses. Et des fois, c'est vrai que ça peut être un peu violent pour les familles, mais des fois, c'est parfois aussi nécessaire pour pouvoir travailler les choses avec l'entourage et essayer d'anticiper les difficultés à venir. D'accord, mais oui, merci. C'est ça, c'est aussi à ça que je pensais, justement. C'est anticiper ce qui va se passer plus tard. Complètement. Mm. Mm. Et moi, je préfère ça plutôt que d'être appelé en me disant Madame va aux urgences, il faut faire quelque chose parce que malheureusement, comme vous le dites, j'aurais pas trop de solutions. Je sais pas s'il y a d'autres questions à l'oral, mais si on revient un petit peu en arrière, il y avait Mélanie qui voulait en savoir davantage sur Nicodème et sur le SAMSA. Nicodème, c'est une maison de soins palliatifs qui a ouvert à Nantes il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, qui est située près du Jardin des Plantes à Nantes. C'est une structure qui a 24 lits d'unités de soins palliatifs. Donc, elle accueille les gens en situation palliative, soit pour un répit, soit pour Une les fins de vie, en fait. Oui, ou rééquilibration, réajustement des symptômes. Il y a deux endroits où il y a des unités de soins palliatifs. Il y en a donc Nicodème et il y en a une au CHU, à l'unité de soins palliatifs du CHU. Et puis après, il y a d'autres établissements de SMR ou SSR qui ont une démarche soins palliatifs puisqu'ils ont des lits identifiés soins palliatifs, donc qui peuvent être habitués pour certains à faire de l'accompagnement. Et certains SSR, alors bien sûr, c'est en fonction de leur place, mais peuvent faire des entrées directes, des fois dans les 24-48 heures, pareil, si on a un peu anticipé les choses. Voilà. Et le SAMSA, c'est une équipe mobile plutôt tournée dans le handicap sur en fait, c'est la MDPH qui fait une orientation SAMSA et qui permet le maintien à domicile des personnes handicapées. Donc, ils ont médecins, infirmières, ergo, psychologues dans leur équipe et donc qui sont voilà, qui se situent aussi un peu en amont de nous, qui sont complémentaires peut-être à Compas et à l'HAD. Voilà. Alors moi, je lève la main. Vous pouvez me dire ce que ça veut dire, ça? Que c'est un jeu de Je mots. sais pas. Il y a un H à la fin. Sam, Mince. ça avec un H. Je sais pas ce que veut dire l'acronyme. Il y a Alors, deux équipes de SAMSA, une avec l'APF et une avec, ça y est, ça va pas me revenir. Voilà, donc, c'est mais l'acronyme, on service, va chercher, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, c'est une équipe service. mobile du handicap et c'est une orientation MDPH comme les foyers de vie, les femmes, les masses. D'accord. Service. Alors, si on a service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Merci. Dans le Est-ce qu'il y a SAMSA, ce qui est intéressant, c'est la ressource, enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, mais peut-être que d'autres ont d'autres expériences, c'est la ressource ergo qui peut être intéressante sur l'adaptation du domicile, du matériel dans l'évolution du handicap. Voilà. il y a d'autres personnes qui ont une question ou qui veulent partager leur expérience? Non? Moi, je voulais bien, par rapport à Compass, effectivement, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, ça me fait penser à des situations où on a des gens qui sont effectivement en situation palliative maintenant pendant des années, et qu'on n'arrive pas à faire cheminer. On voit bien que c'est une espèce d'omerta au niveau dialogue, malgré des tentatives. Alors, les établissements les accompagnent, évidemment, mais tant que ça va bien, en fait, il n'y a pas d'élaboration, effectivement, de pensée sur la fin de vie, effectivement. Et moi, j'ai des exemples en tête où je pense que j'aurais pu appeler Compass, là, pour peut-être avoir un soutien
parce qu'en fait, du coup, comme ils sont pas du tout prêts, c'est pas facile pour nous. Et on fait un appel à l'HAD à la fin sur une situation. Et je dirais que pour le conjoint survivant, c'est pas évident après, qui a l'impression que ça arrive brutalement, alors que ça faisait 10 ans qu'on était en situation palliative en réalité, mais que ça n'a pas été entendu. Donc, bon, voilà. Moi, j'avais pas trop cerné le champ d'action de Compass. Ou, voilà. Donc, pourtant, je suis un peu ce que vous faites, mais j'ai pas compris. Je vous remercie de votre intervention et après, effectivement, pour avoir discuté dernièrement avec certains confrères oncologues, il y a certaines pathologies où on est presque dans de la maladie chronique, hein, même des cancers métastatiques, où on devient dans de la maladie chronique. Et l'enjeu, et c'est ça que j'entends, c'est à quel événement aigu ou à quel moment on prend un levier pour aider l'autre à cheminer et à pas se retrouver dans la situation que vous décrivez. Et effectivement, je vois bien les équipes mobiles de soins palliatifs, des fois, rien que le fait de proposer qu'il y ait une équipe d'accompagnement, des fois, ça passe mieux. Ça peut aider à un petit déclic, une petite prise de conscience de certaines choses. Mais dans ces pathologies qui deviennent presque chroniques, moi, je trouve que l'enjeu, c'est à quel moment on fait ce levier-là. Et ça, c'est un véritable défi. Oui, parce qu'en fait, moi, à l'heure actuelle, qui vois le conjoint, je me sens complètement décalée en me disant, j'ai pas vu les choses venir, alors que moi, ça faisait 10 ans que je suivais le truc. Oui. Donc, c'était pas faute d'avoir essayé, mais donc, voilà. Donc, effectivement, je pense que ça va changer un peu ma façon de faire. Alors moi, je voulais dire, je reprends la parole, Pascal, j'allais rebondir et je voulais dire la même chose que toi. Euh, Parce qu'effectivement, moi, je trouve que de voir en amont, en tout cas leur proposer en amont cette réunion pour pouvoir poser les choses, en tout cas qu'il soit extérieur et qu'il soit une coordination, je trouve que c'est hyper intéressant. Sauf que j'ai loupé le début de la réunion. Est-ce que nous, infirmiers, on peut, au regard de situations qu'on rencontre, directement vous interpeller pour... Oui. voilà. Non, mais excusez-moi, j'ai loupé le bout, Il n'y a pas tout de début. souci. Hein. Tout le monde peut nous solliciter, ouais, effectivement. Ouais, les libéraux, comme les gens en sortie d'hospitalisation, mais oui, tout le monde peut nous appeler. Comme on disait en début aussi, le patient et la famille, ça arrive ponctuellement. Après, ça n'empêche pas qu'on va revenir vers le médecin traitant ou qu'on va revenir, suivant ce qu'on a analysé, vers le patient ou la famille pour avoir son accord. Donc, en fait, certains, on a eu une première approche, mais finalement, c'est au bout d'un mois, 2 mois, suivant les problèmes, ou d'un nouvel événement qui vont faire qu'ils vont accepter finalement qu'on aille Ouais, c'est ça. les rencontrer à domicile. En Donc, fait, ouais, il nous faut toujours l'accord du patient pour qu'on aille le rencontrer. Donc, si vous êtes amené à nous solliciter pour une situation, c'est toujours bien de toute façon d'en parler avec le patient avant de nous contacter pour qu'il soit au courant et que quand nous, on l'appelle, il soit déjà informé qu'il y a eu cette démarche de fait. Et puis, on se rend compte que des fois, la première proposition ou mise en mots de certaines choses, c'est pas forcément celle-là qui va tout de suite enclencher quelque chose, mais ça peut être le début d'une amorce de prise de conscience ou de réflexion, ou s'il y a de nouveau un événement, des fois anodin, hein, chez certains, c'est une chute, hein, où ils sont peut-être pas fait très mal, mais où ça re-questionne un certain nombre de possibles ou pas à domicile, et ça peut être un levier pour effectivement vous dire des choses ou qu'il y ait une équipe extérieure qui se déplace. Voilà. Moi, je pense qu'effectivement, je pense qu'on l'utilise certainement pas assez. Il y a tout le levier, effectivement, d'accompagnement social pour qui les gens sont vraiment demandeurs. Et je pense que si, c'est vraiment une approche qu'on peut avoir, quoi. Après, on n'a pas dit, mais on a un site internet, Compas les soins palliatifs, que vous retrouvez assez facilement, où vous retrouvez un certain nombre d'informations voilà, sur nos propositions et comment nous contacter, etc. Voilà. Et d'informations pratiques, que ce soit pour les aidants comme les professionnels.
Mais voilà, autrement, il ne faut pas hésiter à nous questionner et puis en fonction de vos demandes, parce qu'on n'a pas dit non plus que vous proposez des formations pour les professionnels Ouais, libéraux. libéraux sur des demi-journées par thématique. Ouais, donc, il y a plein de choses possibles. Voilà. Je ne sais pas à quelle heure on est censé s'arrêter. Donc, Maintenant, je vois l'heure qui tourne. c'est maintenant. C'est C'est maintenant. ça. Voilà, je vous On laisse fera passer conclure du alors. coup vos sites internet Ajouter- et si vous avez de la documentation aussi, on peut faire passer à tous les pros. Je suis preneuse, donc n'hésitez pas à m'envoyer tout ça. Est-ce que je peux Sophie, tu ajouter voulais rajouter quelque chose? Oui, 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 c'est juste qu'effectivement, j'entendais la remarque, on se sent un peu seul et effectivement, on appelle compas et ça, c'est très bien. Et puis, on appelle en dernière minute la CHAdé quand c'est vraiment la fin de vie. Sachez qu'effectivement, nous, on a remarqué que c'était les libéraux qui nous appelaient, on était appelés, on trouve parfois un peu tardivement. Et que quand c'est plutôt les spécialistes, type oncologues et autres, on est appelé plus précocement pour une prise en charge palliative plus globale, sans forcément soins techniques, mais ce qui permet effectivement de pouvoir quand même prendre en charge globalement le patient. On n'a pas forcément intervenir pour poser des PCA tout de suite, mais accompagner le patient effectivement peut-être dans cette démarche. Si ce patient ne chemine pas et que vraiment ne sert à rien, effectivement, je pense que là, on peut tout à fait faire un relais par compas, mais parfois, effectivement, on a quand même des patients qu'on prend en charge. Au début, on n'a pas vraiment de soins. Et puis au final, l'évolution malheureusement fait que, et on a pu connaître le patient, l'aidant, la famille, et pouvoir l'accompagner tranquillement, effectivement, sans que ce soit un peu à l'arrache un vendredi soir à 18h. Et ça, c'est pas mal aussi. Voilà, c'était le petit complément pour lequel HAD, on se dit, il faut un geste technique. Bah non, en fait. Mm. On a une équipe coordonnée de soins palliatifs, nous aussi. Et donc, voilà, ça peut répondre aussi, en tout cas, à une pathologie évolutive palliative dans laquelle vous pouvez être en difficulté, même sans acte technique. Complètement. Et c'est d'où l'importance de ce temps un petit peu où tout le monde est réuni pour pouvoir mieux utiliser chacun. Et c'est vrai que c'est jamais satisfaisant, nous, quand on vous fait intervenir à l'arrache, comme vous dites, parce que c'est pas satisfaisant. On a l'impression un peu de balancer le bébé, là, et ça va pas du tout. Donc, effectivement, si on peut travailler ça en amont, je pense qu'on améliorera le confort et la prise en charge de nos patients et on améliore aussi la sécurité des professionnels et de l'équipe qui travaille. Voilà. Ouais, ouais. Quitte à ce qu'il y ait un doute, ça nous arrive aussi de faire des évaluations conjointes, HAD, compas, Mm. et de voir un petit peu ensemble avec le patient et entre professionnels sur quelle association est la plus adaptée pour répondre aux besoins du patient. Comme ça Oui, c'est ce évite. que j'allais dire. Ouais. J'allais dire que l'important, C'est ça. c'était soit compas, soit l'HAD. Nous, on a l'habitude de se coordonner, de travailler ensemble et après, on nous proposera ce qui nous paraît le plus adapté pour la prise en charge. Et ponctuellement, comme tu dis, Florian, on fait Est-ce que, des visites conjointes. est-ce que pour notre CPTS, en résumé de cette RCP, ça vous semblerait accessible de nous faire un espèce de petit schéma visuel sur une page de voyez, des missions de chacun, est-ce que ça semble, je sais pas, est-ce que vous avez déjà des éléments ou c'est facile pour vous, enfin, sans vous en demander trop, mais parce qu'en fait, nous, pour communiquer auprès de nos professionnels, parce on est quelques représentants, mais en fait, il y a plein de professionnels sur la CPTS. Vous voyez, pour savoir hein, et pour promouvoir un peu des bonnes pratiques. Hein. Un différentiel des deux associations, en fait. Ouais, En ou fait, un comme un, organigramme. Comment, comme un à quel parcours, vous moment voyez. voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça, un parcours patient. Oui, un parcours, oui, plutôt un parcours. Parce que Après, il y a eu une époque, Sophie, je ne sais pas si tu la connais, il y a une fiche qui avait été travaillée avec l'HAD sur le rôle de De chacun. chacun. Ouais. Ouais, je Je ne sais sais pas pas. si tu la connais, ça s'appelle rôle de l'HAD, et de compas. Parce que je pense qu'on est plusieurs professionnels libéraux, en tout cas en médecin, à penser que l'HAD, on l'a fait intervenir que s'il y a des actes techniques. Hein. Moi, la première, hein, et pourtant, ça Oui, fait 25 ans que j'exerce. Hein. c'est pour Et ça que je vous le mm, redis, parce qu'en fait, on voit bien sur les professionnels médecins mm, généralistes libéraux, vous nous appelez plutôt à la fin, alors que ce n'est pas le cas des oncologues. Les oncologues nous font intervenir assez rapidement dès qu'ils sentent que effectivement la situation peut être un peu délicate à la maison. Alors, on n'a pas forcément de soins, hein, et on peut prendre les patients un mois, 2 mois, 3 mois, mm. effectivement.
Voilà, effectivement, c'est un constat en libéral, on a tendance à l'HAD, ça dégaine la PCA. Oui, c'est vrai, mais pas que. Ouais, non, mais Non, c'est sûr, hein. ça aide sur la surveillance aussi et Ah ouais. l'évaluation de la douleur. C'est ça, on a quand même toute une coordination sur les plaies, sur la douleur, sur le psycho. Enfin, en fait, on a les mêmes intervenants que compas pour le coup. Et puis, on fait par contre, pour le coup, peut-être un peu plus de visites. Et on a une intervention 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui peut être rassurant pour les familles, hein, quand vous avez un interlocuteur dédié 24 heures sur 24. C'est quand même, en ces temps de pénurie médicale, ça peut être intéressant. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Au revoir. Au Merci, au revoir. revoir. Merci.